Plusieurs gangs criminels opérèrent dans la région dans les années 1850 et, dans les années 1920, le quartier des Five Points n'était pas étranger au crime ou au conflit. Les émeutes anti-abolitionnistes de 1834 et les émeutes de la conscription de 1863 ont toutes deux eu lieu dans ce quartier éprouvé. Et on pensait que les deux avaient été provoqués par des gangs irlandais qui craignaient que la concurrence sur le marché du travail des Noirs affranchie. L'émeute des Dead Rabbits en 1857 provenait uniquement d'une guerre totale entre deux gangs à Five Points. Les Dead Rabbits et les Bowery Boys, qui comptaient parmi leurs rangs le tristement célèbre Bill le Boucher, lorsque les Dead Rabbits ont attaqué et saccagé le quartier général des Bowery Boys. Ce qui s'ensuivit fut près de 3 jours d'émeutes et de pillages, non seulement de la part des deux factions rivales, mais aussi des gangs criminels. De partout dans la ville de New York, près de 1000 membres de gangs sont descendus dans les rues, se battant au corps à corps avec des armes à feu, des pierres et des matraques. En plus des criminels, des centaines d'autres personnes sans lien avec les gangs ont commencé une campagne de pillage dans le Bowery. Au départ, la zone abritait des gangs criminels principalement d'origine irlandaise qui se disputaient le contrôle des activités illégales de la région, comme la prostitution et les jeux d'argent. Mais avec l'afflux d'immigrants qui a diversifié la population du quartier, les gangs se sont eux aussi diversifiés. La mission des Five Points et le clergé opérant dans la région ont publié un rapport sur l'état physique et moral du quartier en 1854. Déjà assiégé par le crime, le vice et la maladie, ce récit bouleversant ne serait qu'un prélude à la descente du quartier vers une communauté encore plus gangrenée par la maladie et le crime. Alors que le gang des Five Points était connu pour sa brutalité extrême dans les rues et lors des affrontements avec les gangs rivaux. Ils furent également l'une des premières organisations criminelles à établir un réseau à l'échelle nationale. Grâce au sens aigu des affaires de Johnny Torrio, le fondateur, le bras droit de Paul Kelly, qui verrait plus tard leur empire s'étendre à Chicago, devenant finalement le chef de l'organisation de Chicago. Un autre membre du gang des Five Points finirait par devenir le gangster le plus puissant et influent du pays. Il n'y a pas d'argent bon ou mauvais. Il n'y a que de l'argent derrière chaque grande fortune. Il y a un crime. Du 13 au 16 mai 1929, une conférence s'est tenue à Atlantic City. Son objectif était de consolider et de faire avancer les plans pour la création d'un syndicat national du crime. Le chef du crime juif, Meyer Lansky, s'était marié plus tôt ce mois-là, et Nucky Johnson ainsi que d'autres chefs du milieu ont convaincu Lansky qu'Atlantic City serait l'endroit idéal pour mêler affaires et plaisirs. Après tout, la ville faisait cela depuis plus de 30 ans. Des représentants de la mafia juive et italienne venus d'aussi loin que la Nouvelle-Orléans et la Floride étaient présents, ainsi que des poids lourds de Chicago comme Al Capone et de New York, comme Salvatore Luciano, mieux connu sous le nom de Charles Lucky Luciano. Ayant grandi au sein du gang des Five Points et ayant ensuite travaillé pour le célèbre parieur Arnold Rothstein, Luciano a appris à consacrer sa vie au crime. Mais en gérant les affaires comme une entreprise légitime plutôt qu'en utilisant la violence pour atteindre ses objectifs, Rothstein a appris à Luciano à résoudre ses problèmes avec de l'argent et de la diplomatie. Lorsque Luciano a raté une importante transaction de drogue en 1923, Rothstein lui a conseillé d'acheter 200 places coûteuses pour le match de boxe d'MC-Furbo et d'inviter tous les principaux politiciens et chefs de la mafia de New York. La ruse a porté ses fruits et Luciano a rétabli sa réputation irréprochable. On disait que Rothstein aurait commenté « Plus il y a d'argent, plus il parle ».
Alors que certains anciens chefs de la mafia comme Joe Masseria désapprouvèrent de faire affaire avec quiconque n'était pas d'origine italienne ou italo-américaine. Luciano voyait un grand profit financier à coopérer, quelle que soit la famille ou la race. Ce sont les méthodes archaïques et l'étroitesse d'esprit de Masseria qui ont plongé son organisation dans la guerre de Casta Malaris. Une rivalité brutale entre les organisations de Chicago, Detroit et New York qui a entraîné la mort de 60 gangsters et a laissé le rival de Masseria, Salvatore Maranzano, se proclamer capo di tutti i capi ou le boss de tous les boss. Luciano a rapidement prêté allégeance à son ancien ennemi, mais il a bientôt assassiné Maranzano et a pris le contrôle de l'organisation lui-même. Il s'est rapidement employé à abolir le titre de boss de tous les boss et, en s'inspirant des idées de la conférence d'Atlantic City, il a été l'un des fondateurs de la commission qui était composée de représentants des 5 familles de New York et du chef de l'organisation de Chicago. C'était une initiative destinée à instaurer de nouvelles idées de diplomatie et un système d'équilibre des pouvoirs. Cela mettrait fin aux luttes internes insensées et surtout garantirait des profits pour tous. Cela mettrait fin à la rivalité et, en théorie, instaurerait l'harmonie au sein du syndicat national du crime. Il n'y a pas de chef des chefs, et j'ai refusé devant tout le monde. Si jamais je change d'avis, je prendrai le titre, mais ce ne sera pas à vous d'en décider. En ce moment, tu travailles pour moi, et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Ne me laisse plus jamais entendre ça, sinon je vais perdre mon sang-froid. Pendant qu'Atlantic City prospérait et grandissait sous une façade étincelante de santé, de loisirs et d'élégance. Et grâce au contournement de l'interdiction de l'alcool, des villes comme New York et Chicago ont commencé à voir leurs quartiers les plus pauvres et leurs zones ethniques tomber sous le contrôle de la pègre. Le réseau criminel qui s'est étendu d'Atlantic City à Philadelphie, Boston, New York et Chicago a instauré un système de corruption presque universel, même à certains des plus hauts niveaux de la fonction politique. Les pots de vin et les profits tirés de la débauche et d'autres activités criminelles ont conduit les forces de l'ordre et les responsables législatifs à fermer les yeux sur la violence et les tourments personnels. C'était le résultat direct des activités de la mafia qui remplissaient les poches de nombreux individus tout en vidant celles des classes inférieures et même de la nouvelle classe moyenne. C'était un système qui étouffait les communautés avec des drogues dangereuses et de l'alcool de mauvaise qualité, voire toxique. Et cela a contribué à la ruine financière de nombreuses de familles et a été un facteur dans la survenue de la Grande Dépression. Pourtant, même si les gangsters terrorisaient pas les communautés, ils en sont venus à être vénérés comme des héros populaires. Ces gangsters donnaient au peuple ce qu'il voulait. Et avec un système aussi hermétique en place, les gangsters pouvaient contrôler leurs opérations illégales avec efficacité et impunité. Les responsables pouvaient être achetés ou tués facilement. Et maintenant que les gangs d'Amérique étaient organisés, il ne semblait plus y avoir de fin en vue. Bien longtemps après la fin de la prohibition, le syndicat national du crime a continué de se nourrir et même de prospérer grâce aux vices du peuple américain. Nous avons du whisky, du vin, des femmes, de la musique et des machines à sous. Je ne le nie pas et je ne m'en excuse pas. Si la majorité des gens n'en voulaient pas, ils ne seraient pas rentables et ils n'existeraient pas. Rejoignez-nous dans notre prochain épisode où nous verrons des hommes comme Nucky Johnson, Lucky Luciano et Al Capone s'élever au-delà des plus hauts échelons du pouvoir politique et financier pour entrer dans l'empire des gangsters et l'ascension de la mafia.
Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.